Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! On se retrouve enfin du côté de chez Swanny, la pause a été longue, j'espère que vous allez bien. J'ai bien reçu vos messages concernant vos inquiétudes autour de la diffusion des épisodes, et c'est vrai que faute de financement, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver de manière hebdomadaire, et donc je rappelle à cet effet qu'une cagnotte de financement participatif a été mise à votre disposition, donc si vous êtes un auditeur régulier, n'hésitez pas à participer à l'aventure du côté de chez Swanny, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Et il est vrai qu'en la matière, les sujets ne manquent pas, j'ai déjà 4 ou 5 livres de retard à partager avec vous, et parmi ces livres, celui du jour sur la question de la bouc émissarisation des enfants au sein de cellules familiales toxiques. Il nous vient du psychologue américain Jay Reid et son livre s'intitule Growing Up as a Scapegoat to Narcissistic Parent, grandir comme le bouc émissaire de parents narcissiques. Donc on traite souvent le sujet du narcissisme en lien avec les relations amoureuses, et cette fois on va se repartir au commencement, à la manière de spéléologue, on va aller retourner la terre et comprendre comment on fabrique une proie à la manipulation, qu'elle ait lieu au travail, entre amis, en couple, au sein de la cellule familiale. Et comment se fait-il que, contre toute attente, ces personnes, hélas, souvent des femmes brillantes, intelligentes, accomplies, semblent impuissantes, démunies dans leurs liens interpersonnels à repérer ou couper suffisamment rapidement les liens lorsqu'ils sont nocifs. Comment fabrique-t-on cette passivité ou cette perméabilité à la souffrance dans le lien à l'autre ? On va se poser cette question dans cet épisode. Je rappelle que nous touchons dans ce podcast à des sujets sensibles et donc je continue d'inviter les auditeurs à s'orienter vers des experts de la santé mentale lorsque c'est possible. Je suis coach, journaliste et auteur du livre Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance, et je ne suis donc pas psychologue, donc je partage avec vous ces lectures ô combien passionnantes d'experts américains essentiellement pour l'instant. Et pour les bilingues, je précise que le psychologue Jay Reid a une chaîne YouTube ô combien passionnante avec énormément de contenu, donc je mettrai le lien en description. Bouc émissaire en sujet du jour, où cet enfant qui cristallise les moqueries au sein de sa cellule familiale, constamment rabaissé, celui à qui l'on dit indirectement « je te tolère », tout juste, mais tu mérites ma cruauté donc, tu mérites l'acharnement du milieu familial car tu dysfonctionnes à la racine, tu fais honte. Et donc le deal triste passé entre le parent narcissique et cet enfant abusé, selon lequel la seule manière de partager une réalité commune est d'accepter de porter une faille complètement illusoire et surtout de finir par croire que tout est mérité. Alors qu'est-ce qu'un scapegoat, qu'est-ce qu'un bouc émissaire ? Le terme nous vient de l'Ancien Testament dans un contexte de rituel religieux juif, durant lequel des chèvres étaient sacrifiées. L'une était destinée à porter symboliquement les péchés de la communauté en étant tuée, et l'autre était livrée donc à l'exil, elle aussi chargée de ces mêmes péchés. Donc une chèvre, c'est le scapegoat, en anglais le bouc émissaire, et cette notion de péché utile, nous dit l'auteur pour comprendre la réalité tout de suite, de cet enfant marqué par une sorte d'opprobre invisible par sa famille d'origine. Donc en grandissant, ces enfants sont convaincus de manière moléculaire d'être défaillants, non méritants, coupables, sales, incapables d'innocence, responsables de ce mal, comme s'il n'avait jamais existé en tant qu'autre chose que cette honte, comme si cette dernière leur était littéralement consubstantielle, inséparable de leur sens d'eux-mêmes, comme s'il n'y avait jamais eu de phase antécédente à leur malaise, si bien qu'il leur est difficile de douter de cette culpabilité prétendument naturelle. Donc si je nais dans la honte, comment me penser en dehors d'elle ? Avec quel rudiment m'innocenter ? D'où me viendrait l'élan de le faire ? Puisque depuis que j'habite mon corps, on me pointe du doigt, on me moque, on m'invisibilise et on me reproche d'exister de la manière dont je le fais. Donc vous voyez, le bouc émissaire est une île, et sa solitude vient du fait que ce péché, cette honte, sa façon d'exister, le prive depuis toujours de l'intimité avec la matrice familiale. Il est peut-être assis à table avec eux, mais s'il commet un travers aussi minime soit-il, manger bruyamment, faire tomber quelque chose, bégayer, la réponse systématique de l'entourage sera la raillerie, le harcèlement, ou alors le haussement d'épaules désespéré des proches qui ne savent plus quoi faire de lui. Il n'est pas abusé dans cette idéologie, c'est lui qui exaspère, c'est lui qui fait honte, qui ne sait pas exister convenablement. C'est sa faute. Et donc la famille ne savourera pas qu'elle persécute un enfant, qu'elle le torture, l'abuse, elle pointera du doigt ses travers. Il est maladroit, il est bavard, il est paresseux, il ne range pas sa chambre, il ne veut pas prendre sa douche, etc. Et donc tout ce que cet enfant fait se transforme en charge virale pour la famille qui l'oblige supposément à sévir en l'humiliant pour atténuer la lourdeur de sa faute. En gros, bienvenue chez les psychopathes, mais pour cet enfant qui ne connaît que la critique, le rejet, et qui voit des gens se jeter de la cendre à chaque fois qu'il commet le moindre impair,
eh bien il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'avant-après. Avant c'est la honte, la gêne, la vie qui gratte comme un pull en laine, et après, eh bien c'est cette tentative de gommer, de corriger, de s'excuser d'être là, de devenir un caméléon, mais en vain puisque sa famille a bien décidé une fois pour toutes qu'il serait le symbole de ce qu'il ne faut pas incarner si l'on veut grandir de manière paisible. Donc il est recouvert de péché, tandis que les autres semblent jouir d'une certaine innocence, ils sont semblables, père, mère, frère, sœur. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi sert le bouc émissaire dans la cellule familiale toxique ? Et ce que nous dit le psychologue Jay Reid, c'est que ce système vient, sans surprise, de la faille identitaire du parent narcissique. Suite à la réponse insuffisante ou inconstante de l'apport parental auprès de sa propre famille d'origine, eh bien il a manqué une transition cruciale, où l'on passe de la grandiosité attendue dans les premières années vers une vision plus réaliste de soi-même. Donc on a besoin que l'on nous aide à le faire, à nous affirmer tout en transitionnant de cette vision grandiloquente de soi vers quelque chose de plus viable dans le tissu social. Et lorsque cette étape est absente, eh bien l'enfant garde la grandiosité quand même, une grandiosité fallacieuse, puisque ça ne tient pas la route, sans y croire réellement, puisqu'il n'a pas eu l'affirmation non plus, le feedback sain des parents. Et donc il manque cette étape où l'on cesse de se penser le centre du monde. En grandissant, cela retombe sur ceux qui dépendent de lui, puisqu'il va pouvoir utiliser la coercition pour manufacturer, manu militari, ce rapport grandiose à lui-même. Sauf que, nous dit l'auteur, parce que les parents n'ont pas su remplir cet espace, eh bien, il se transforme en abysse sans fond à constamment réalimenter. Et lorsque cet individu devient parent, eh bien, l'enfant se retrouve dans la position du subalterne face à une personne se sentant indigne à la racine et ne pouvant pas tolérer de se sentir ainsi. Donc, ils vont donc inconsciemment nier cette réalité psychique que l'on vient de décrire et se positionner comme supérieur à tout le monde en trouvant des preuves de cette fallacie partout, tout le temps, sous peine de tomber dans cet abysse sans fond. Et donc cela va donner un enfant traité avec mépris, avec cruauté, parce que tout cela participe de ce projet. Cet enfant va soudainement se retrouver chargé des péchés que le parent ne veut pas voir. Cachez-moi cette honte que je ne saurais voir, d'autant plus que l'enfant dépend complètement de lui à tous les niveaux et ne pourra donc pas se dérober. En d'autres termes, le parent va lui inoculer le virus d'indignité par la force, puisque aucun enfant ne peut renoncer à l'attachement. Le deal triste est donc posé, pour être mon enfant, tu dois être indigne à ma place et porter la coupe que je refuse de boire. Je vais en permanence t'humilier, te rabaisser, me moquer de toi, te juger trop, sembler exaspéré, te juger inadéquat, maladroit, bête, moins que ton frère, ta sœur, le voisin, le modèle en place, et en permanence donc te courroucer, puisqu'en le faisant, j'oublierai l'espace d'un instant qu'en réalité l'enfer est sous mes pieds. Pire, je vais encourager l'ensemble de la cellule familiale à trouver des preuves de ton indignité intrinsèque, et ces personnes, bien soulagées de ne pas subir elles-mêmes mes attaques et de ne pas se voir bouc émissarisées, eh bien, s'empresseront d'alimenter avec moi cette image créée de toutes pièces dans la névrose d'un parent malade. Et donc ça, c'est le décor que décrit très bien le psychologue Jay Reid. Vous voyez qu'il n'y a pas de place pour se débattre dans cette articulation. Je ne t'élèverai que dans le mépris, mais tu as besoin que je t'élève. Donc le virus mépris est inoculé sans qu'à aucun moment cet enfant abusé n'ait de choix, d'option, de résistance possible à opposer. C'est être le bouc émissaire ou ne pas être, littéralement. Et donc en grandissant, il pourra se demander mais pourquoi je me suis tue, pourquoi je me suis pas défendu, pourquoi je me suis laissé faire. Et lorsqu'il le fait, il recourt à un anachronisme, puisque les ressorts de la défense étaient non seulement une impossibilité fondamentale à cet âge-là, mais si défense il y avait, eh bien elle était de se taire, pour survivre. C'était ça, la défense légitime. Et donc beaucoup se demandent en grandissant, mais pourquoi je ne sais pas me défendre, pourquoi je ne sais pas m'imposer, pourquoi je tremble lorsqu'on me crie dessus. Et réponse, eh bien dans le cas d'un bouc émissaire, parce qu'une personne atteinte d'une psychopathologie a été en charge de votre survie, et donc vous a imposé un système d'oppression et d'anéantissement de votre force, de votre vitalité, qu'il était impossible de contourner. Vous avez cédé pour survivre, et non pas par faiblesse, puisque la faiblesse aurait été de ne pas survivre, si on peut poser les choses de cette manière. D'ailleurs, aller contre ses instincts primaires et sa petite voix intérieure demande bien plus de ressources à un enfant que simplement se battre et protester, ce qui est complètement naturel et ce pourquoi il a toute la vitalité. Donc on a dû apprendre à emmagasiner la colère, à la cacher loin du regard du parent qui ne devait même pas la sentir, la soupçonner, sans quoi Dieu sait ce qui nous serait arrivé. Et donc pour parler des parents qui torturent psychologiquement les enfants de cette manière, les psychologues américains parlent de psychopathes, ce qui m'a semblé un petit peu étonnant au début. Je pensais parents abusifs, je pensais parents narcissiques, et c'est vrai que le mot psychopathe n'est pas le mot que j'aurais forcément mis dessus. Ça me semblait un peu lourd, un peu intimidant. Pourtant, si l'on considère qu'il s'agit d'un trouble de la personnalité
caractérisée par un comportement antisocial, un manque de remords et un manque de comportement humain, et qu'on juxtapose cette définition au contexte du jour, on peut commencer à trouver l'appellation un peu moins audacieuse. Quelle personne normale ferait peser sur un enfant de 2, 3, 4, 7 ans une honte de tous les instants, en s'appliquant à casser au quotidien tout sens de lui-même, en s'assurant qu'il se sente comme un moins que rien, année après année, sans jamais sortir de ce cercle toxique, sans jamais demander de l'aide auprès d'un spécialiste, auprès des services sociaux, sans se dire que si la manière pour moi d'interagir avec lui c'est d'être cruel, je devrais peut-être faire intervenir une tierce personne pour protéger l'enfant. Donc pas étonnant sous ce prisme que cet enfant ait du mal à parler, à se défendre, même 40 ans plus tard, à se sentir légitime, puisque son parent lui a volé cette naturalité, ce réflexe, lui a légué sa honte à la place. Cruauté donc. Ainsi le piège se referme parfaitement sur le bouc émissaire qui non seulement sera tourmenté, mais surtout sera convaincu de l'avoir toujours mérité. Lui qui est incapable et a toujours été incapable d'exister correctement. Lui qui exaspère sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, qui leur fait honte. C'est sa faute. Donc il ne sait pas exactement en lui-même ce qui l'a rendu si infréquentable, il ne s'en souvient pas, on lui a tellement toujours dit « c'est ta façon de parler, de marcher, de ne pas ranger ta chambre », donc il a fini par se créer une familiarité avec ses arguments, au point de croire que c'est peut-être lui qui les pense, qu'ils sont peut-être vrais. Il ne se souvient plus du point de départ, de la source, de l'origine. Et donc il ne se doute pas que tout cela a été importé par la névrose parentale et solidifié ensuite par le relais de la fratrie, elle-même formée à l'anéantir. Et on pourrait se demander, mais pourquoi un parent ferait ça à son enfant ? Est-ce qu'il est conscient ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faire porter une honte imaginaire à l'enfant ? Et l'auteur explique bien dans son livre que, en voyant l'enfant souffrir, en le voyant faible, en le voyant avili et honteux, eh bien, il y a réellement une catharsis qui s'opère auprès du parent. Il ne peut pas être faible, puisque le faible est en face de lui. Il ne peut pas être inadéquat, puisque cette inadéquation est incarnée par quelqu'un d'autre. Et il a besoin de le faire tous les jours pour exorciser, contourner en permanence sa propre faille. Et dans cette structure, le bouc émissaire est donc forcément impacté, mais pas que, parce que même le golden child, l'enfant roi, désigné comme tel par le parent, marche sur des braises. Il ne peut pas se définir par rapport à lui-même, il est lui aussi victime de l'idéologie du parent narcissique et ne peut pas vraiment s'en éloigner, sans quoi il se mettrait en danger lui-même. Donc le bouc émissaire, pour en revenir à lui, est convaincu d'être trop, d'être bizarre, louche, gênant, souillé par quelque chose, mais quoi ? Parce que cette contamination a été mêlée tout de suite à la nécessité d'attachement avec la figure d'autorité. Mon parent me maltraite, j'ai besoin de lui, je ne peux pas douter de mon parent parce qu'il assure ma sécurité, le problème c'est moi. Si j'étais adéquat, parfait, maman n'aurait pas besoin de crier de la sorte. Si j'étais digne d'amour, mon père m'aurait aimé. Et donc pour un enfant, se sentir proche du parent est bien plus crucial que de juste se sentir bien, on l'a déjà dit dans l'épisode sur Gabor Maté, il doit se contenter de n'importe quel type d'attachement tant qu'il survit, y compris si son parent est un psychopathe qui prend plaisir à le rabaisser et à l'humilier. Donc si mon parent renonce à mes besoins, je n'ai pas d'autre choix que d'évacuer mon cercle intérieur pour aller satisfaire ce parent et en recevoir de l'attention, même à minima, même contre moi-même. Donc si le parent est infect envers cet enfant, dans le souci de garantir la proximité et l'attachement avec ce dernier, eh bien il devra penser qu'il le mérite, que le parent a raison, et que lui, l'enfant, est défectueux à la racine pour conserver, malgré l'abus, un semblant de proximité. Il ne peut pas se détacher du parent, il ne peut pas survivre sans lui. Donc il mérite peu, c'est la raison pour laquelle le parent se comporte de cette manière. Si quelque chose se passe mal, c'est forcément sa faute. Lorsqu'on l'accuse, l'autre a forcément raison, parce qu'il a mis le doigt sur cette faille qui le suit depuis toujours. Une faille mystérieuse, vaporeuse, qui porte en réalité le sentiment d'indignité de quelqu'un d'autre. Et donc si tout cela vous parle, il y a une chose à souligner dès maintenant, c'est que vous n'avez jamais eu le choix. Vous n'avez pas succombé à l'abus par faiblesse. La nature, la génétique vous ont conditionné à toujours choisir l'attachement au détriment du reste. Et l'état de dévastation dans lequel on se trouve après avoir été élevé par un parent narcissique résulte de ce triste deal. Oui, vous êtes attaché tant bien que mal pour appartenir à quelqu'un, pour être virtuellement protégé, mais la contrepartie que le parent vous a imposée, c'est de détruire tout sens de dignité et d'estime pour ne plus sentir cette évanescence en lui-même. Et comment on reconnaît un bouc émissaire ? Il y a quelques symptômes: faible estime de soi, crise de panique, anxiété sociale, douleur physique chronique, difficulté à faire confiance, croyances limitantes, addiction, hypervigilance et manque de confiance en soi.
et même si ces symptômes sont identifiés à d'autres souffrances en dehors de la boucle émissérisation, on peut comprendre qu'une personne qui n'a jamais eu son mot à dire, qui s'est fait rironner dès qu'elle s'exprimait, critiquée dans toute l'émanation de son être, n'ait pas d'estime d'elle-même, soit en hypervigilance, ait du mal à faire confiance à quiconque, puisque absolument personne n'était fiable dans son entourage, même pas les frères et sœurs devenus eux-mêmes les émissaires de cette parentalité malade. Donc le scapegoat est tout seul. Cependant, croire dans ce récit lugubre est ce qui a permis à l'enfant de penser que ce parent était de son côté, il y avait un sens à tout cela, il avait raison. Ma mère me traite avec cruauté car je dois en réalité travailler à être autrement, le problème c'est moi, donc on est proches. Mon travail nous rapprochera. Je dois fuir cette indignité en courant en permanence contre cette souillure, me racheter, mieux parler, mieux ranger ma chambre, mieux faire la vaisselle, mieux me tenir à table, être plus éloquent, davantage ressembler à mon frère ou à ma sœur, pour oublier à quel point je suis sale, presque contaminant, et soulager le parent du fardeau que mon naissance représente pour lui. La proximité est rétablie. Donc c'est une forme de gaslighting, puisque l'enfant maltraité doute du sens de sa réalité, mais c'est surtout tragique dans ce sens qu'il ne peut pas y échapper. Il ne peut pas échapper à ce besoin d'être proche, d'être lié férocement à son parent. Et c'est la raison pour laquelle il accepte de sacrifier à cette idole, parce que la dureté de ce traitement est préférable à l'insoutenable réalité qui est que personne n'est là pour lui. Imaginez un enfant de 5 ans conscient d'être absolument seul sur Terre, c'est impossible à soutenir. Il vaut mieux accepter le portrait dessiné vers le parent selon lequel je ne suis pas digne d'amour et travailler par des efforts inlassablement à le devenir, donc à corriger tout cela et à recréer une symbiose, plutôt que de renoncer, c'est impossible. Il grandit donc dans un système qui le dévalue, priorise uniquement les besoins et demandes de ceux qui l'abusent, tout en étant redevable à ce système pour sa survie. Il est étranger à son sens de lui-même, naturellement, qui est pourtant un gouvernail incontournable pour naviguer ce monde, et il doit vivre comme si cet arsenal de mensonges était avéré, en restant séparé de lui-même, de son authenticité, de sa voix intérieure. Il est donc fortement handicapé en s'élançant dans le monde, c'est sûr. Et évidemment qu'il devient une proie, ensuite pour les manipulateurs en tout genre, qui seront bien heureux de lui faire miroiter un Eldorado identitaire, un oasis pour son identité courroucée, mais qui vont surtout bénéficier de cette perméabilité, de cette flexibilité, caractère meuble qui leur permet de s'adapter à tout le monde, partout, tout le temps, en espérant avoir l'absolution. Et pour en sortir, l'auteur propose 3 piliers dans son livre. Donc le premier pilier, faire sens de ce qui vous est arrivé. Autrement dit, rien ne passe avec le temps. Surtout dans cette constante contraction, tension entre ce que l'on pense quelque part mériter mais que l'on n'a pas le droit d'incarner qui se joue dans notre cerveau. Et puis le deuxième pilier, c'est créer de la distance avec cette structure narcissique toxique qui perdure, y compris après le décès du ou des parents, à cause de l'endoctrinement des frères et sœurs et de la plasticité cérébrale, qui fait que même lorsque la famille a disparu, le système est encore implanté dans le cerveau. Et puis le troisième pilier, c'est vivre dans la défiance de ces règles narcissiques. On verra les piliers 2 et 3 dans le prochain épisode, qui suivra ces prochains jours, cette fois-ci. Mais on va s'intéresser dans un premier temps donc au premier pilier, qui est de faire sens de ce qui vous est arrivé. Faire sens de ce qui vous est arrivé parce que l'enfant a dû vivre en se convainquant qu'il y avait quelque chose de terrible à l'œuvre chez lui, en dehors de sa propre perception. Ça lui échappe, c'est dicté par la cruauté des autres, et donc comprendre la pathologie du narcissisme peut aider cette personne à se désolidariser progressivement de ses idées préconçues et retrouver donc un sens de son humanité et de sa dignité. L'aider à comprendre que son expérience psychique est le fruit direct de cette maltraitance et de cette maladie mentale parentale. D'ailleurs, l'auteur nous dit que vous faire croire que vous êtes défectueux à la racine est central pour le parent narcissique, puisque c'est ce qui conditionne sa capacité à vous soumettre à ces règles ensuite. Si vous êtes debout dans votre identité, vous protestez. Donc la première chose à faire, c'est de saper votre légitimité à la source, en vous donnant l'impression que lui seul peut vous absoudre ensuite de cette indignité, de cette faille si vous faites ou devenez ce qu'il attend de vous. Ces pensées sur vous-même servaient à vous protéger du rejet de ce parent. Elles vous ont été dictées, ce n'est pas naturel, et vous les avez récitées pour conserver une forme d'harmonie, de symbiose. Donc il a fallu se rabaisser de manière artificielle, pas dans un fonctionnement déductif où vous auriez aperçu vous-même des caractéristiques en vous, non. Pendant des années, il a fallu aider le parent à booster son ego inconsciemment, et l'aider inconsciemment également à tenter d'oublier sa propre faille identitaire. Ça n'avait donc rien à voir avec un rapport à soi instinctif et spontané. Donc on l'a dit, le père ou la mère narcissique tente d'échapper inconsciemment à leur propre sentiment d'inadéquation, de honte. Ils pensent être dénués de valeur sans pouvoir le reconnaître consciemment. Autrement, cela les mettrait dans un état de destruction intérieure.
Et donc il nie ses émotions et les relègue dans leur inconscient. Et l'auteur nous dit que par conséquent, beaucoup d'enfants rescapés de ces traitements sont très surpris d'apprendre que le parent tout-puissant qui les a tyrannisés dans leur enfance était en réalité prisonnier d'un sentiment d'indignité constant. Et selon le psychologue, cela s'explique par l'acuité avec laquelle ce parent transfère ses sentiments sur le bouc émissaire, au point où rien ne se voit plus chez lui. Il semble infaillible. En réalité, il ne devenait infaillible, soi-disant, qu'en regardant cette honte agir en vous, et donc neutraliser loin de lui. C'est terrible comme fonctionnement. Ses parents, nous dit Jared, vont œuvrer de la sorte dans le temps car ils manquent d'empathie, sinon ils feraient rétropédalage, et ils sont dénués de remords. Ils sont en mesure d'utiliser les émotions des autres dans leur intérêt, mais ne savent pas se soucier authentiquement de l'état émotionnel de leur entourage. Raison pour laquelle, lorsque ces enfants essayent de dire aux parents le mal qu'ils leur ont fait, ils nient, ils attaquent et entrent dans des rages folles pour décourager tout élan de ce type. Les émotions des autres n'ont clairement pas la même importance que les leurs, et donc ils nient leurs failles en l'éloignant de leur champ de conscience en acte de cruauté donc. Ils se sentent inadéquats sans avoir la capacité émotionnelle ou psychologique de prendre cela en compte. Il y a une évanescence, il s'agit d'émotions beaucoup trop dangereuses pour leur stabilité psychique. Donc ils nient d'abord, puis prêchent l'opposé consciemment en se sentant supérieurs et spéciaux, et leurs capacités, besoins et habilités restent simplement supérieurs à ceux des autres. Les autres sont là pour les admirer, être d'accord avec eux et en prendre soin à chaque fois qu'ils le demandent, sans quoi ils s'exposent à leur colère. Jared nous dit qu'ils se sentent en droit d'attendre des traitements spéciaux et à être priorisés, parce que l'autre est uniquement présent pour attester de sa supériorité, pas pour juste exister en tant qu'humain libre et sans agenda. Tout ce qu'ils disent ou se retiennent de dire et font est programmé en ce sens, rien n'est gratuit, et lorsqu'ils rencontrent des personnes incapables de nourrir cette grandiosité toxique, ils ne servent à rien et donc sont rejetés ou ignorés. Et que se passe-t-il donc quand ces stratégies sont inopérantes, questionne le psychologue. On l'a dit, l'abysse les guette, et ce besoin de reconnaissance est sans fin pour eux. L'opération de boost égotique tourne en permanence à plein régime, pour prévenir du pire, qui serait que le sentiment d'indignité érupte dans leur conscience. Qu'est-ce qui peut déclencher ces alarmes ? Les besoins des autres, leurs différentes opinions, leur incapacité à reconnaître le caractère spécial du narcissique, parce que si les autres ont des besoins, celui du narcissique ne sont pas aussi importants qu'ils le pensent, donc ils se retrouvent noyés dans ce magma que sont les autres. L'auteur nous dit que cela le pousse à éviter les personnes avec une estime suffisante d'elles-mêmes, puisqu'elles sont conscientes d'avoir des besoins et de le mériter. Et donc, de telles personnes se retrouvent vite punies, frappées d'anathème de type « tu es trop needy, trop dépendant, tu es égoïste ». Et donc, il y a une tentative de criminaliser leurs besoins pour les pousser à y renoncer, pour ne plus qu'ils dérangent le narcissique avec. Donc, l'autre doit se sentir honteux, et encore pire, après avoir exprimé la moindre chose pour laisser la place à la grandiosité du narcissique, le conforter dans sa pensée que seuls ses besoins comptent, et résister à cet endoctrinement veut dire subir une colère folle ou un rejet total de la part du narcissique. Et la colère, nous dit Jared dans ce cas-là, oblige l'autre à rétropédaler, à le traiter de manière spéciale et à concéder. Sauf qu'un enfant est littéralement voué à déstabiliser cette structure narcissique, puisque qui dit enfant dit besoin et besoins variés. Et là où une personne saine va avoir un enfant pour expérimenter la gratification qui vient du fait de répondre aux besoins de ceux qu'on aime, l'enfant d'un narcissique n'est accepté que dans la mesure où il n'a pas de besoin, et où il alimente l'idée de l'importance du parent narcissique. Il ne doit pas l'encombrer avec autre chose. Et c'est la raison pour laquelle même à l'âge adulte, ces enfants devenus grands se sentent illégitimes à demander de l'aide, très mal à l'aise. Cela leur coûte, parce qu'ils se souviennent que ça leur coûtait cher jadis et que c'était absolument dommageable. Donc l'enfant, dit-il, doit constamment être en orbite autour du parent de manière unilatérale, alors que la normalité voudrait que l'enfant soit le centre de son univers et le parent des satellites. Donc exprimer des besoins à ce parent narcissique, c'est commettre, dit-il, un péché impardonnable d'irrespect. Et donc cet anathème guette l'enfant s'il insiste dans l'expression de sa vision du monde et de ses besoins légitimes. Cela va donner, donc on l'a dit, des personnes mal à l'aise avec le fait d'exprimer un besoin, mais même de se laisser traverser par un sentiment comme le bonheur, puisque être heureux, dans cette structure familiale, veut dire individuation, et non pas servitude au schéma du parent narcissique. Des adultes qui ont une peur de manifester trop d'excitation même. Pourquoi ? Parce que le parent narcissique est habité par la mission de détruire votre bonheur, le bonheur de chaque individu autour de lui qui ne dépendrait pas directement d'eux et de leur grande personne, qui ne reflèterait pas leur capacité et leur grandeur.
Donc il partage l'exemple d'un patient qui, après avoir été élevé par un parent narcissique, avait développé une attitude complètement stoïque en public. Il ne devait jamais rien laisser filtrer de ses émotions, tristesse, colère, joie, peur. Et il ne pouvait redevenir spontané et naturel qu'en présence de ses amis proches dans un cercle fermé. Le reste du temps, il se limitait tout simplement parce que cette technique l'avait protégé, enfant, de la rage de sa mère. Avec sa mère, rien ne devait laisser transparaître. Il ne fallait pas donner l'impression qu'il était heureux loin d'elle, qu'il avait un intérêt ou une source de joie autre qu'elle. Tout devait être rattaché à son importance. Et beaucoup d'enfants de narcissiques ont réalisé que leur joie rendait leurs parents malheureux ou colériques, qu'ils devaient polisser leur enthousiasme dans leur présence, à moins que cela concerne directement la gratification parentale. Donc ils devaient se dissocier de leurs sentiments divers pour ne pas se mettre en danger. Impossible pour eux de simplement exprimer ou expérimenter le sentiment de joie ou autre sans conséquence. Ils ne peuvent pas exprimer de peur parce que cela voudrait dire qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ne pourraient pas exprimer, vous voyez, c'est sans fin. Et ils ne doivent même pas savoir comment ils se sentent parce que cela voudrait dire regarder en eux-mêmes et non pas par le prisme du parent narcissique. Ça va jusque-là. Ils n'ont accès à eux que par la dilution parentale toxique, qu'à travers la projection pathologique de leurs parents. Et dans cette dynamique, lorsque le parent fait le moindre reproche, l'enfant est tout de suite envahi de honte et d'autodétestation, parce que c'est exactement ce que le parent attend de lui. Il s'en veut d'avoir provoqué la crise, le reproche, et voir son enfant confus, plein de honte, plein de remords, rassure le parent malade et le protège de sa propre blessure narcissique. Ne manque plus qu'ensuite que son manque d'empathie, pour pérenniser tout cela dans le temps, en scène d'humiliation quotidienne. Et chaque accusation, chaque reproche sert à convaincre l'enfant qu'il ne s'agit pas d'une projection pathologique, mais qu'au contraire, il mérite ce constant rabais. On lui met sous le nez en permanence. C'est un endoctrinement. S'il savait mâcher en silence, ranger sa chambre, prendre sa douche, tout se passerait différemment, ce qui est faux, évidemment. On lui fait croire que c'est lui qui pousse le parent à le reprendre de la sorte, alors que le parent a besoin de le faire de manière compulsive pour s'exorciser lui-même. C'est fou, l'enfant n'a rien fait. Et donc, son parent l'influence à s'identifier avec ses sentiments non désirés. L'enfant n'a plus qu'à se contorsionner pour éviter les rages du parent, pour éviter cette honte. Sauf que ce qu'il ignore, c'est que quoi qu'il fasse, la mission de ce parent pour survivre lui-même est de s'assurer d'un stock infini de reproches à lui adresser. Même s'il ramène des bonnes notes à la maison, le parent lui dira « Mais pourquoi tu viens me parler de tes bonnes notes? Tu veux faire ton intéressant, tu ne penses qu'à toi, tu veux attirer l'attention, laisse-moi tranquille. » Donc l'enfant doit renoncer à son propre jugement sur lui-même pour continuer de partager la même réalité que sa figure d'autorité. Et certains craignent que quelque chose de terrible s'abatte sur eux s'ils ne plient pas, même à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que pour l'enfant, ne pas céder aurait en effet pu provoquer l'effondrement psychologique du parent à l'identité fragile. Il y avait quelque chose de dangereux qui aurait pu arriver. En effet, c'est une expérience dont l'enfant lui-même aurait pu ne pas sortir intact. Et c'est ça cette peur qu'il sent aujourd'hui de manière viscérale. C'est une projection de son enfance à l'âge adulte. Et donc on l'a dit, au sein de ces structures narcissiques, il ne faut surtout pas qu'il y ait individuation avec le parent. L'enfant est son vassal, il a sa merci. Il doit rendre la balle dans le jeu de la projection psychopathologique. C'est le tuyau d'évacuation par lequel la faille narcissique du parent est rejetée dans la mer H24. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc non, pas de séparation, pas de respect des limites. La rage du parent est aveugle, elle ne laisse le choix à l'enfant qu'à de s'immobiliser en attendant que ça passe. Et montrer que l'on ressent de la peur et qu'on accepte le blâme est le seul moyen d'arrêter la crise parentale. C'est une rage qui est calculée, nous dit l'auteur, puisqu'il la réserve à l'intimité du cercle familial et donne une toute autre image à l'extérieur. C'est contrôlé. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent contrôler ce que les autres pensent d'eux en permanence, afin de collecter cette gratification et cette approbation partout tout le temps. Sachant qu'ils sont incapables, nous dit l'auteur, de ressentir des sentiments aimants durables envers leur propre progéniture, criblés de besoins. Autre chose qui peut provoquer leur rage, nous dit Gerrit, c'est le fait d'observer des qualités chez leurs enfants, dont eux sont dépourvus. La gentillesse, l'attention, la douceur, parce que ça les ramène à leur sentiment d'inadéquation. Et le parent doit toujours être supérieur, au centre de l'attention. Donc toute capacité chez un enfant menace leur règne, et cette rage va apprendre à l'enfant à s'immobiliser dans la passivité et à se soumettre, parce que peut-il faire d'autre ? Il ne peut pas quitter le domicile familial, il ne peut pas se battre, il ne peut qu'abdiquer, et c'est la seule façon de stopper l'abus momentanément. Non pas de manière instinctive, encore une fois, parce qu'il a la vitalité et l'énergie de protester, mais parce que c'est la seule manière de survivre.
Et pour se soumettre, ce qui n'est pas naturel ni instinctif, il va devoir créer un certain type de croyance corollaire dans le temps pour neutraliser à chaque fois sa réelle capacité de réponse et la remplacer par la nécessité de soumission. Et ces croyances s'articulent autour de l'idée qu'ils sont donc d'un statut inférieur aux autres et qu'ils dysfonctionnent à la racine. La tragédie des parents narcissiques, c'est qu'ils ne veulent pas porter attention à leur propre enfant, qui sont incapables de ressentir, on l'a dit, l'amour de leur propre progéniture dans le temps. Et bien sûr, ils ne vont pas se l'admettre, autrement leur image préfabriquée d'eux-mêmes s'effondrerait. Mais dans les faits, l'intensité avec laquelle leurs enfants ont besoin d'eux nécessiterait d'interrompre leur nombrilisme, et cela, c'est pas possible. Ce qui pousse leurs enfants à développer de la capacité à flatter leur ego pour réussir à en obtenir quelque chose. À démontrer une immense gratitude ou une flatterie conséquente pour qu'ils répondent à leurs besoins primaires. Autrement, les parents y répondent avec exaspération et reproche. Donc bien sûr, ils vont jamais se l'admettre, ce sont leurs enfants qui sont égoïstes, et c'est la raison pour laquelle ils agissent de cette manière. Et même pire, en s'affairant à voir leur enfant comme défectueux tout le temps, ils se dédouanent de la responsabilité de les aimer, nous dit l'auteur. Et donc ça donne des enfants qui apprennent à simplifier à l'excès la manière dont on peut les aider, parce qu'ils ont appris que leurs parents avaient une ressource infime et qu'ils n'avaient pas envie de la partager avec eux. Et donc à l'âge adulte, c'est ne t'embête pas, je peux le faire, je vais y arriver toute seule, je veux pas t'embêter. Constante tension qui les pousse à s'excuser partout tout le temps de prendre de l'espace. Et l'autre parent dans tout cela, me diriez-vous, eh bien sans surprise, le narcissique choisit un partenaire plutôt passif, en général, nous dit l'auteur, plutôt complaisant, qui va craindre ses éruptions de colère et tout faire pour pacifier sa relation avec lui. Donc un adulte docile, qui va rationaliser l'abus, ne pas être en mesure de l'empêcher, en tout cas. Car de toute façon, le narcissique est absolument convaincu de sa bien-pensance, de sa légitimité à être cruel envers sa victime, et ne tolérera aucune remontrance. S'il décide que cet enfant est une abomination, le parent passif et les frères et sœurs doivent plier. Et non, voir la souffrance sur le visage de cet enfant n'est pas un argument suffisant pour cesser cette cruauté, et de cette manière, l'enfant bouc émissarisé n'a aucun parent de son côté. Aucun parent dans le sens où un parent parente, protège et aime, il est tout seul. Il a un adversaire là où la biologie lui dit qu'il devrait avoir un allié, et pour lui, cette absence d'amour est en plus de sa faute puisqu'il porte le péché originel. Donc tout le monde se décharge sur lui en permanence d'un sentiment d'indignité qu'il ne regarde pas, en toute impunité. Et qu'est-ce qui fait un bouc émissaire ? Pourquoi un parent va choisir tel et tel enfant pour porter ce rôle ? Eh bien, selon Jay Reid, et de par son expérience, il a pu observer que contrairement à ce que l'on pourrait penser, le choix du bouc émissaire par le narcissique est loin d'être anodin. On l'a dit, le parent veut récolter toute l'admiration pour lui, toute l'attention, il est insatiable. Surtout, il doit déplacer son propre sentiment d'indignité chez un hôte qui portera la marque du péché originel à sa place. Or, ce que Jay Reid a observé, c'est que l'ensemble des patients qui l'accompagnent depuis 2014 dans son cabinet de San Francisco sont des personnes qui sortent du lot, qui ont une qualité de présence, une qualité d'être et un sens de la justice développé. Ils ont une grande empathie, et toutes ces qualités les placent de facto en opposition structurelle avec le parent narcissique qui est dépourvu de tout cela naturellement. Donc il est décrit comme protecteur, intelligent, particulièrement solide. Et cela ne devrait pas nous surprendre, dit-il, car pour qu'un parent narcissique puisse quotidiennement vider ses poubelles émotionnelles à l'intérieur de la psyché d'un enfant, eh bien il faut bien que ce dernier soit encore debout le lendemain, et ainsi de suite pour le supporter. Il doit pouvoir prendre des coups sans cesse, et ne pas collapser, conserver un semblant d'équilibre émotionnel quand même. Donc il faut qu'ils puissent agoniser dans le temps, tout en conservant une forme de stabilité psychique durable. Et il remarque donc que leur haine vient souvent du fait que ces enfants sont des humains beaucoup plus décents qu'eux, et donc la configuration pour l'enfant est infernale, puisque la seule personne qui doit les protéger à tout prix les déteste, les invalide, et les juge responsables de tous les malheurs de la famille. La seule solution, c'est donc de faire l'inverse de ce que l'on fait déjà en existant de cette manière, et donc de s'avorter sur l'autel de la survie affective en chantant de cœur avec cet endoctrinement implacable. Ils doivent absolument rejoindre ce consensus sur leur indignité pour appartenir au clan à minima, un clan qui a décidé que les haïr était la moindre des choses. Donc on peut imaginer la difficulté pour ces personnes d'identifier et de reconnaître ensuite leurs qualités, tant une telle audace aurait provoqué la rage parentale enfant, la rage du clan. Ça aurait été un crime de lèse-majesté, de voir ses qualités, d'en parler, de se vanter, d'être à l'aise avec soi-même, d'avoir de l'assurance. Seul le parent devait être tout-puissant. Et donc il se déteste au final.
Ils détestent leur apparence physique, ils se disent qu'ils sont sans valeur lorsqu'ils ne sont utiles à personne en grandissant, par exemple. Lorsqu'ils ne font pas de compliments à quelqu'un, ils sont intranquilles. Et pourquoi ? Parce qu'ils pensent, nous dit le psychologue, que leurs parents ne les détestent pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Donc ils sont sans cesse en train de tout faire pour changer, avec l'objectif que leurs parents changent d'avis sur eux. Vous voyez, c'est pas des parents qui devraient aller se faire soigner et aller voir des spécialistes, c'est à eux de régler ce problème qui pourtant vient de la psychopathologie d'un ou des deux parents. Et de cette manière, les choses paraissent moins dénuées d'espoir, nous dit-il, je peux faire quelque chose pour changer la donne. C'est ma responsabilité, à moi l'enfant abusé, de produire quelque chose qui fera changer mon parent d'avis sur ma qualité. C'est ma charge et non la sienne. Alors qu'il pourrait chercher une aide clinique pour arrêter de torturer un enfant. Autre pensée limitante, je suis toujours à une erreur d'une ruine complète, nous dit l'auteur. Ils se sentent sur le fil puisque leurs parents trouvaient toujours à redire de leur manière d'exister. Ils ont été terrorisés et ils ne sont en sécurité nulle part. Et donc pour gérer cette anxiété, ils séquencent leur existence en succession d'instants. Ne pas regarder dans le passé, ne pas regarder dans le futur, mais ici maintenant pour évaluer et écarter les menaces potentielles en permanence. Pourquoi ? Parce que leurs parents, dans le présent, s'attelaient en permanence à détruire leur qualité d'existence. Et Jerry nous dit que ça n'a rien à voir avec la qualité de présence d'une personne ancrée ici et maintenant, puisque tout cela est régi par une intranquillité substantielle. Ils sont focus sur le moment plutôt que sur la manière dont ils sont traités dans la durée. S'ils dézooment et incorporent la réalité des faits passés successifs, hors de cet espace, eh bien comment continuer d'y croire ? Autre croyance, je suis défectueux, je n'ai ni compétence ni talent, et si je montre mon désaccord sur les choses, eh bien je serai exclu. Je dois donc polisser mes réactions et supprimer ou amoindrir toute expression de désagrément. Et en effet, dans l'enfance, le faire leur a appris le prix à payer. Et les rescapés ne pensent plus à l'âge adulte que l'on pourrait rester bienveillant envers eux après un tel crime, être en désaccord ou exprimer une opinion contraire. Et pour eux, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sera forcément de leur faute. Si la personne se met en colère, ils seront forcément coupables de quelque chose. Donc ils cherchent une paix artificielle partout tout le temps, en s'effaçant, en se supprimant, en se mutant. Donc ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Je vous propose de nous intéresser à la suite du livre dans un deuxième épisode. Nous allons parler de la nécessité de créer une distance avec ce système parce que interagir avec des membres de ce culte retraumatise évidemment le bouc émissaire. Ça ravive la pensée d'infériorité et de faille et cela les replace dans un rôle pour solidifier, conserver la solidité du système intact. C'est un peu une contagion émotionnelle de rester en contact avec une structure de la sorte. Et puis c'est aussi évidemment une manière d'impacter négativement son système nerveux puisqu'il y a une tension, un stress qui est lié au fait de se dissocier en permanence, d'être en tension, de se rejeter, de douter de soi-même, d'être gaslighté, de se soumettre. C'est une intranquillité qui se ressent au niveau du système nerveux. Donc cliniquement, biologiquement, c'est un problème. Donc culpabilité, distance versus évitement, on va parler de tout cela dans un prochain épisode, beaucoup de choses à intégrer, je l'ai dit, et donc vous voyez à quel point les ramifications autour de ce sujet sont nombreuses, et donc on va profiter de ce deuxième et dernier épisode sur le sujet pour apprendre à créer des attachements plus sécures lorsque notre enfance a les relents de bouc émissarisation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je rappelle que je réponds à vos questions à mon adresse mail soignikangar@gmail.com. Je rappelle également que j'accompagne en coaching les personnes qui souhaitent approfondir ces sujets et qu'elles peuvent m'écrire donc à cette adresse. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a inspiré. Et donc je vous dis à très bientôt, cette semaine je pense, du côté de chez Swan. Au revoir.